Et Monsieur le Président de MED Océan Indien, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur, mais aussi un grand moment pour notre université et pour la Réunion tout entière, ici d'accueillir dans les locaux de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines la première journée internationale de l'indépendance médicale. Alors pourquoi la chaire de l'UNESCO, on peut se poser la question, de la Réunion, qui, je voudrais le rappeler, a eu pour mission de promouvoir l'interculturalité dans l'espace océan Indien et de développer le dialogue interculturel. Pourquoi cette chaire UNESCO a-t-elle répondu favorablement à la labellisation de cette manifestation à la demande de notre ami Philippe de Chajoun? Alors, je déclinerai rapidement pour vous 3 raisons. La première raison, parce que cette thématique proposée par les organisateurs de cette journée de recherche s'inscrit dans le cadre des réflexions des Nations Unies, dont une des missions premières au niveau de l'UNESCO est de promouvoir la science, l'éducation et la culture. Or, la médecine, discipline scientifique, dont la finalité est le bien-être physique et mental des hommes face à la maladie, est une des priorités des Nations Unies, pour lesquelles la santé est un droit pour tous. Chaque individu de la Terre, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa culture, sa religion, son idéologie ou ses idéologies, doit bénéficier d'une médecine indépendante, plaçant l'éthique au centre de la pratique médicale. Je rappelle, à titre d'exemple, que la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui gère les chaires UNESCO de France, a consacré déjà une journée de réflexion le 20 mai 2011 au sujet des conflits d'intérêts en médecine. Il y a eu 4 tables rondes animées par des représentants du monde médical, du Conseil de l'ordre des médecins, des experts en justice, de la presse médicale, des magistrats et des institutions de veille qui ont apporté différents éclairages sur la relation du soin, l'évaluation du médicament, la compétence et l'indépendance des experts, les méthodes de résolution des conflits. Cette journée d'aujourd'hui prolonge donc cette réflexion déjà engagée dans le monde et elle se justifie pleinement. Seconde raison, parce que sur cette terre réunionnaise, nous accueillons nos invités de l'extérieur. Sur cette terre réunionnaise où vit une population riche de culture du monde, venue de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de Madagascar, la réflexion sur l'indépendance médicale prend tout son sens. Comment concilier culture, religion et médecine moderne? Le médecin doit-il se placer au-dessus des pratiques culturelles ou culturelles? Question qu'on pourrait se poser. Troisième raison, et après je terminerai, parce que l'initiative d'organiser cette grande manifestation, cette grande journée, ce séminaire international sur un sujet aussi sensible et d'actualité par un groupe de médecins gravitant autour de notre président Philippe de Chajoun, ne pouvait qu'être encouragé par notre université et par la chaire UNESCO. Si la chaire UNESCO de la Réunion axe toute sa recherche sur le dialogue interculturel, elle ne pouvait pas se désintéresser des questions d'éthique médicale sur lesquelles d'autres chaires de l'UNESCO réfléchissent dans le monde. Je voudrais donc terminer en ma qualité de directeur de cette chaire de l'UNESCO et aussi de vice-doyen de cette faculté de lettres en disant merci
aux organisateurs. Merci au président de MED Océan Indien et tous ceux qui ont travaillé. J'ai eu l'occasion d'assister à une de leurs réunions. Ils ont travaillé très ardivement, et pas une, il y a plusieurs réunions qui ont permis d'organiser cette manifestation. Je mesure, Monsieur le Président, les difficultés d'une telle organisation qui relève du pur bénévolat pour des praticiens en exercice. Faire venir des invités aussi prestigieux. Bienvenue à vous, bienvenue au professeur Arrousseau et aux autres invités de l'extérieur. Bienvenue, merci à vous d'apporter votre éclairage pour que la médecine de demain, celle d'aujourd'hui bien entendu, mais celle de demain aussi, reste à dimension humaine et ne soit pas corrompue par des pratiques mercantiles, par une stratégie mercantile. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup, Sudel. C'est vrai que la participation de la chaire de l'UNESCO représente pour nous peut-être un espoir de diffusion de notre colloque, peut-être un jour ailleurs que l'océan Indien, même si on n'est encore pas trop nombreux aujourd'hui, mais ça va arriver, j'espère. Je voudrais absolument remercier un certain nombre de personnes ou d'instituts, parce que sans eux, sans elles, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tout d'abord, la personne que vous avez tous eu un petit programme là. Ça a un coût. Et ben, nous avons un imprimeur qui nous l'a fait gracieusement. C'est l'imprimerie Continue Offset, aussi bien au niveau de la pochette que des photocopies. On a commandé 200 x 30, ça fait un certain budget. Voilà. Donc, je remercie M. Rahim Khan Sardar. Et puis 2 partenaires donc, qui nous ont soutenus depuis le début. Depuis le début, c'est quoi? C'était une idée farfelue que j'avais eue l'année dernière lors de la remise de notre premier Médecin d'Or. Complètement farfelu, mais finalement pas si farfelu que ça, puisqu'on y est arrivé. La chaire donc de l'UNESCO, et puis un partenaire, un journal, qui s'appelle Santé Australe, dont la rédactrice en chef, Madame Vierge, je ne sais pas si elle est arrivée, voilà. Nous avons donc un partenariat avec eux. C'est une revue qui a été créée il y a quelques mois ou quelques années, faisant parler les professionnels de la santé de l'océan Indien, donc bien au-delà de la Réunion. Et heureusement, sans financement de l'industrie pharmaceutique, et malheureusement en grande difficulté, ce qui fait que leur partenaire, c'est aussi Eco-Austral, qui nous aide aussi à financer, et dont je remercie, puisqu'ils vont nous aider à financer en partie la vidéo. Et puis des institutionnels, donc l'Agence régionale de santé, donc Madame Chantal de Singly qui a été partante depuis le début, qui a consisté ni plus ni moins à financer le voyage de notre amie Agnès Vitry, ici présente, qui vient d'Adélaïde, et absent pas pour des vacances. Elle est arrivée il y a 2 jours, je peux vous dire qu'on l'a fait bosser, et elle repart, et 2 jours après, elle repart en métropole. Et je te remercie Agnès, c'est particulièrement fatigant, surtout avec cette heure de décalage avec l'Australie. Alors la Haute Autorité de Santé, on a parlé du professeur Arrousseau, président de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est quoi? Ben écoutez, c'est ni plus ni moins, l'organisme donne des bons points aux établissements de santé. Il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 20, il y en a qui ont 10, peut mieux faire, etc. Tout ça pour la qualité des soins, une amélioration de nos pratiques. Merci, M. Arrousseau. D'autant que M. Arrousseau, depuis le début, et j'ai un mail qui m'a énormément surpris, le 2 janvier, j'étais en vacances, puis je reçois un mail, je ne savais même pas que je vous avais écrit d'ailleurs, et puis qui me dit, du coup, je profite de la période des fêtes pour au moins remettre à jour tous mes mails, je m'aperçois ainsi que je n'ai pas répondu, etc. J'ai bien noté que vous ne financerez pas ma venue, mais vous m'avez tout de suite dit, oui, je viendrai. Et je vous remercie, parce qu'évidemment, à partir du moment où vous êtes là, il y a un petit noyau dur qui a gravité et vous êtes un peu l'attraction de la journée. Je vous en remercie. Il est arrivé hier, alors pas pour des vacances, il est arrivé hier matin, il repart ce soir. Vous voyez, c'est vraiment un aller-retour juste pour nous. Enfin, pas pour nous, pour vous. Et vraiment, encore merci. La revue Prescrire, que tout le monde connaît, qui est très médiatique, notamment avec toutes les histoires de médiateurs, etc., avec son rédacteur en chef, Bruno Toussaint. Pareil, il est arrivé hier par dimanche. Enfin, c'est des gens absolument incroyables. On se demande pourquoi ils sont venus. Le Forum Indep, qui est une association, toute petite association, mais qui fait beaucoup de bruit, qui est un petit peu l'opposé, enfin pas l'opposé, mais un peu qui apporte sans arrêt la contradiction, constructive et argumentée face à des autorités sanitaires qui parfois ne sont pas forcément à l'aise sur certains thèmes, et M. Arrousseau nous expliquera pourquoi. La SFTG, Société de formation thérapeutique du généraliste, qui nous a abrutis pendant 2 jours là, avec l'insuffisance rénale chronique, dont le président c'est Antoine Debecco, avec un seul C. Il est là, pardon, excuse-moi.
Sur l'insuffisance rénale chronique à La Réunion, ni plus ni moins, c'est 40 000 personnes en France de personnes dialysées, sachant qu'une dialyse c'est 100 000 € par personne et par an. Voilà pourquoi il faut prévenir l'insuffisance rénale chronique. Tu nous as formés pendant 2 jours sur l'insuffisance rénale chronique, c'était passionnant et j'espère qu'on se reverra. Et en plus, la CSFTG nous a fait une donation, donc 500 €, on vous remercie. Et puis l'île de La Réunion Tourisme, qui nous aide à financer le fameux côté de l'indépendance. Sans eux, il n'y aurait pas eu de côté de l'indépendance. Et puis il y a aussi ceux qu'on aurait aimé voir un peu plus chez nos institutionnels. Moi, j'ai pas la langue de bois, donc je dis les choses clairement. Le Conseil général nous a dit on n'a pas d'argent. Ok, il nous a écrit ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, même si c'est pas cet organisme-là, il y a quand même 190 personnes qui ont été au Congrès des maires il y a 15 jours. Vous le savez tous, ça a été diffusé dans la presse. Ça fait un peu mal au cœur, dans le sens où il y a de l'argent, mais pas forcément réparti à notre avis, aux bons endroits. Le CHU, malheureusement, qu'on a sollicité énormément, je pensais quand même qu'il pouvait nous aider sous une forme ou sous une autre, au moins dans la philosophie. Voilà, malgré X sollicitations, le CHU ne nous a pas aidés. Le conseil régional qui aurait voulu nous aider, mais les procédures institutionnelles sont tellement lourdes qu'ils auraient voulu, mais ils n'ont pas pu. Et donc, nous ne les remercierons pas, même si l'intention était là. Et puis, à vous, les donateurs, avant, pendant, après. Et après, ça sera via notre site, medocéan.re, sur lequel on peut cliquer, un simple clic avec votre numéro. Tout ça pour dire quoi? Parce que la qualité, vous savez, ça coûte cher, ça a un coût, et que c'est le webmaster, c'est le webmaster, c'est la diffusion, là, c'est la secrétaire que nous n'avons pas, mais que j'espère nous aurons un jour. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le but de cette journée? Il y a 3 thèmes, en fait. Hein. C'est l'indépendance de la prescription du médecin, et de sa décision, enfin plutôt de sa décision et ensuite de sa prescription, vis-à-vis de quoi? Alors l'industrie pharmaceutique, mais à force de parler de ça, après on n'est plus trop entendu, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, de toute façon elle est là, elle existe, il faut évidemment qu'elle poursuive ses activités, simplement on demande un peu plus de transparence. L'industrie pharmaceutique, et puis il y a l'indépendance du médecin vis-à-vis des autorités sanitaires, représentées à l'autorité de santé, l'ARS, l'ordre, Dr Lerich, président de l'ordre local, la Direction Générale de la Santé, la SMM, c'est ça, qui a remplacé l'AFSA, comment ANSM, enfin, bref, l'anciennement AFSAPS. On a le droit de dire non à nos autorités sanitaires à une condition. On a le droit de dire non. À une condition, c'est qu'on argumente, qu'on contre-argumente, et que ça soit sur des faits validés. Sinon, ça n'a pas d'intérêt dans une contradiction en disant « mais je pense que… » L'intérêt, c'est d'argumenter sur des bases solides. Merci à Laurent Février, le technicien qui a mis en place donc, la cellule audiovisuelle de la faculté. Il est dans Capharnaüm derrière. Tu peux juste les faire sortir un instant, s'il te plaît, Stéphane, ainsi que nos interprètes qui sont en train de raconter ce que j'ai en anglais, parce que ça sera diffusé à partir de demain, en différé, pour les quelques anglo-saxons qui écouteraient. Pourquoi anglo-saxons? Tout simplement parce que on a souvent plein de bonnes idées en France, mais on n'arrive pas à les communiquer à cause de barrières de la langue et vice-versa. Et puis, grand merci à tous les bénévoles de Medocéan qui sont un petit peu répartis. Alors, attendez, parce qu'ils ne traduisent plus. Attendez. Alors, Jessica, qui n'est pas là, elle sera là cet après-midi. Catherine, voilà. Catherine Cellier-Smart, Smart, voilà, qui est donc interprète bénévole aujourd'hui, mais professionnelle, dans l'organisme Smart Translate. Vilasne Tampae, et puis avec Madame Virspenger, voilà. Et puis c'est tout, hein, vous n'êtes que 2, donc on va se relayer, vous pouvez retourner dans votre cage. Merci beaucoup en tous les cas, alors, ça mérite bien ça. Et puis un grand merci à Stéphane Colombel qui est notre trésorier, qui est déjà dans la cage aussi, et à qui il faudra tirer les oreilles parce qu'il va vraiment donner un soutien ces derniers temps. Alors il a le gros défaut de ne pas être médecin, mais finalement c'est parfois un avantage. Et au niveau logistique, je peux vous dire qu'il nous a vraiment… Merci Stéphane. D'ailleurs, c'est à lui qu'il faudra tirer les oreilles si par hasard vous donneriez des dons à l'association pour exiger un reçu, évidemment, puisque nous faisons tout dans la plus grande transparence. Un petit mot sur la nourriture que nous allons avoir. Alors, ça ne sera pas au Resto U, et oui, mais vous mangerez quand même. Enfin, pour ceux qui ont payé ou qui paieront. Tout simplement parce qu'il y a eu un petit bug, et donc, pour le même prix, on a donc un traiteur qui arrivera à 12h15.
Voilà, bon, on n'est pas très nombreux, juste un tout petit sondage. Qui est professionnel de la santé dans la salle? Levez la main. Ah ben c'est très bien. Qui n'est pas professionnel de santé? C'est parfait aussi. Qui est patient ou futur patient? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, j'en ai terminé et donc on va commencer à essayer de détisser cette fameuse toile d'araignée de l'industrie pharmaceutique qui est présente partout. Détisser. Et puis on va passer la parole donc à Antoine de Bécaud parce que finalement il y a une question que moi je me pose, c'est pourquoi vous êtes là? Il fait très beau dehors, je pense que vous seriez mieux à la plage. Donc Antoine de Bécaud, en 5 minutes, Antoine. Ben voilà, il va vous demander pourquoi vous êtes là. Président de la société... Oui, là-bas. Société de formation thérapeutique du médecin généraliste. Merci Philippe. Alors il ne me passe pas du tout la parole, il vous passe la parole. Moi je me promène juste avec un micro. Et la consigne a été dite tout à l'heure. Vous attendez que je sois arrivé à votre hauteur pour répondre de façon à ce que ça puisse être vidéo enregistré, transmis, et vous serez dans le monde entier, c'est merveilleux. Donc la question est pourquoi vous êtes là alors qu'il fait beau? Moi je crois que c'est à peu près que je viendrai profiter un peu quand même. Moi je suis un peu moins extraordinaire qu'eux. Je vais rester quelques jours dans votre île magnifique. Mais c'est vrai que de venir passer un moment à partager de l'intelligence ensemble, bah, vous avez probablement des raisons. Donc je me dirige vers qui veut me dire en quelques mots pourquoi il est venu aujourd'hui. Bonjour, Vanessa, je suis interne en médecine générale à Saint-Paul en ce moment. En fait, je suis venue pour trouver des confrères, des collègues qui pensent un petit peu comment, parce que je me sens un petit peu esseulée à l'hôpital. Malheureusement, je lis prescrire. Et ma manière d'aborder les choses, de prescrire à l'hôpital ne correspond pas tout à fait à ce qui se fait dans le service. Et ça pose souvent problème. Donc voilà, je suis venue pour rencontrer des gens qui peut-être me ressemblent parce que je me sens un petit peu seule. Merci, je suis heureux pour vous que vous lisiez prescrire. Moi, ça m'a fait énormément de bien pendant tout mon trajet professionnel qui est loin d'être terminé. Et je me sens un peu plus intelligent. Ça va pas très loin. Bonjour, moi je suis médecin généraliste et j'ai découvert il y a une semaine qu'il y avait cette journée de l'indépendance médicale et j'ai pensé qu'on ne pouvait pas passer à côté. C'était une chance inouïe à La Réunion d'avoir un concentré de personnes si concernées par l'indépendance de la médecine et comme cette jeune interne que je félicite de commencer si tôt à penser à des questions aussi importantes et de se battre envers et contre tous. Je suis venue me rapprocher de confrères qui ont la même philosophie et qui peuvent prescrire accessoirement. Merci beaucoup. Et moi, je peux dire, on a eu la chance de t'avoir dans le séminaire pendant 2 jours et c'était de grande pertinence. Bonjour, je suis Bruno Bourgeon, néphrologue et regrette de ne pas avoir été invité au colloque sur la prévention de l'insuffisance rénale. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la voix du spécialiste, mais enfin, c'est pas très grave. C'est vrai? Bon. Enfin, c'est pas pour ça que je... Donc moi je suis président fondateur, maintenant vice-président de l'espace éthique de La Réunion et nous avions en son temps, c'était en 2004, pondu un avis sur l'HAS et sur la charte médicale signée par les laboratoires pharmaceutiques. Donc il était évident que je sois présent ce jour. Merci à vous. Bertrand Leriche, je suis président du conseil départemental de l'ordre des médecins. Je n'ai donc aucune raison d'être là, certainement pas. Et pourtant, si, parce que je suis médecin et je trouve là que je suis indépendant. Merci beaucoup. C'est intéressant d'entendre l'ordre parler de son indépendance et utile. Pourquoi je suis là, directrice générale de l'agence de santé.
J'y suis à la fois à titre personnel, c'est-à-dire tout en étant représentante ici d'une autorité de l'État en santé, j'ai aussi un avis personnel, et c'est à ce titre-là que je tenais particulièrement à m'exprimer. Évidemment, en engageant, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe de Chajourne, quelques moyens de l'agence, raisonnables tout de même, j'ai donc mis quelque part cette dimension-là dans les préoccupations de l'agence. Mais je pense que c'est important effectivement que même une autorité sanitaire qui se trouve dans un processus d'information, de décision, où les choses ne sont pas toujours simples, puisse aussi prendre le recul. Et moi, je suis très heureuse d'écouter toutes les personnes qui vont être ici aujourd'hui. Merci et je vous remercie. Je fais des commentaires, je m'autorise totalement comme ça. Et je vous remercie aussi de rappeler que dans les contraintes que nous avons chacun dans nos fonctions professionnelles, on a aussi une posture personnelle et voilà, on vit avec et ça nous importe. Merci. Oui, Monsieur Delpech, donc je suis pharmacien d'industrie de formation. J'ai exercé 15 ans l'officine à La Réunion puisque l'industrie était assez limitée. Et bon, après 15 ans, j'en ai eu ma claque, donc je suis passé dans l'enseignement, j'enseigne l'histoire, et voilà, pour de mon parcours. Donc je suis venu, c'est simplement un simple citoyen, puisque j'ai pris un peu de recul sur la question pharmaceutique. Et voilà, donc moi c'est simplement pour mes enfants, quand je vois les scandales, enfin l'affaire Mediator par exemple, pour en citer qu'une qui fait des dégâts, donc je pense à mes enfants et je pense que l'indépendance médicale est très liée à tout ça. Merci, on espère que vous aurez autre chose que votre claque ce soir en partant ce soir, après cette journée. Et puis oui, pensons à l'avenir, réfléchissons à ce que nous semons pour qu'il pousse des choses un peu plus belles. Et puis ici, ça pousse bien, on s'aime bien. C'est bon, Philippe? Oui, bonjour, je suis le docteur Rebaud. Je suis médecin généraliste, je suis là dans à titre personnel pour mon activité, mais aussi pour la lettre d'information que j'émets toutes les semaines vers à peu près 2000 professionnels de santé pour justement faire la promotion de ce type d'activité et puis pour avoir une vision un petit peu différente des informations médicales. Merci à vous de poursuivre ce relais. Bonjour, je suis président de la commission médicale d'établissement du CHU, même si le CHU n'a pas contribué à financer cette réunion, j'y suis là, preuve de mon indépendance médicale que je suis chargé de défendre auprès de la CME. Donc bravo pour l'organisation de ce congrès, je voulais témoigner par ma présence justement ce souci d'indépendance médicale qu'on a défendu avec Bruno Bourgeon dans le cadre de l'espace éthique. Merci. Merci de continuer à le témoigner par-delà. Bonjour, je suis une maman d'enfants qui portent un pacemaker depuis l'âge de 3 ans. Et en ce moment, je suis à la recherche et je m'informe pour savoir jusqu'à quand on va essayer de ne plus lui enlever son pacemaker et d'avoir un pacemaker définitif à vie. Depuis 5 ans, ça fait la 5e fois qu'il fait des opérations. J'aimerais bien, je ne sais pas si je suis dans le bon endroit, et j'aimerais avoir des informations là-dessus sur la recherche d'un pacemaker à vie. Merci Madame, je ne sais pas si ce colloque répondra à votre question, mais il pose en tout cas la question de la qualité de ce qui est proposé et si on ne le fait pas aussi sous l'impulsion des patients et de leurs familles, eh bien on restera rien qu'entre nous à réfléchir, ça ne suffira pas. Merci Antoine, merci Madame. Vous êtes au bon endroit, peut-être pas pour répondre à cette question précise, mais vous êtes au bon endroit pour peut-être aller sur des sites dits de référence, que je vais d'ailleurs citer tout de suite, HAS, ARS, SFTG, on les marquera quelque part, Formindep, presque j'ai cité, atoute.org, réponse individuelle, et c'est vrai qu'on d'abord on n'est pas expert de cela, et puis on ne peut pas donner des réponses individuelles. Hein. Merci en tous les cas à tous. Alors, maintenant, on va écouter une vidéo par le docteur Dupagne, qui est justement le responsable du site atoute.org, atout.org, qu'il a faite pour nous, pour ce séminaire. Bonjour à tous, je salue donc les participants à la première journée internationale sur l'indépendance médicale et je remercie Philippe de Chazourne de m'avoir permis de communiquer avec vous par cette vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous.
L'indépendance, écoutez, je vais vous donner mon point de vue à partir de quelques questions-réponses. C'est compliqué l'indépendance et je voudrais pouvoir détailler certains éléments qui me tiennent à cœur. Le premier élément est de savoir si les liens d'intérêt sont financiers exclusivement. Bien sûr que non, nous savons tous que les liens intellectuels, les liens affectifs jouent un rôle très très fort dans les conflits d'intérêts. Ça peut être une thèse que l'on porte depuis longtemps et qu'on ne veut pas contredire. Ça peut être un point de vue qu'on a défendu avec force depuis plusieurs années. Et même si la science d'un seul coup nous apprend que ce point de vue n'est plus valable, mais on a tendance à ne pas vouloir se déjuger. Ça peut être le travail ou la thèse d'un ennemi ou d'un concurrent que l'on ne veut pas promouvoir et qu'on va combattre. Il y a 1000 raisons d'avoir un lien d'intérêt non financier pour sa carrière, sur le plan affectif. Tout est possible et donc il ne faut surtout pas réduire le lien d'intérêt à un lien financier, c'est très important. Est-ce qu'un simple petit cadeau ou une invitation peut suffire à créer un lien d'intérêt? Souvent, on entend des gens dire « Bon, moi j'ai été invité au restaurant, mais c'est pas pour ça que je vais changer mes prescriptions, c'est pas pour ça que je vais changer mon point de vue. » C'est faux, bien sûr, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que toutes les études de sociologie ont montré que les petits cadeaux créent des liens forts, car nous sommes programmés quasi génétiquement pour rendre l'appareil aux gens qui nous offrent quelque chose et d'en faire un retour d'affection, un retour de cadeau. Et l'autre chose, c'est que les gens qui payent ces restaurants, qui payent ces petits cadeaux ne sont pas stupides, et s'ils le font, c'est tout simplement parce qu'ils ont un retour sur investissement, et ils continueront de le faire tant qu'ils auront un retour, c'est-à-dire qu'ils arriveront à influencer les gens qui sont les récipiendaires de ces cadeaux. Est-ce que le fait d'avoir de nombreux liens les additionne? Est-ce que les liens multiples font que l'on devient indépendant? On entend parfois ça dans la bouche de certains experts qui disent « Oh ben moi je travaille avec tous les laboratoires, donc finalement je suis indépendant ». Bon, c'est complètement faux, bien sûr. Les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent. Plus on a de liens, plus on a de chances d'être influencé, et c'est une aberration de penser que ces liens puissent s'annuler. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait bah, « Du coup, je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde ». Ça n'a strictement aucun sens, mais on l'entend encore régulièrement. De façon générale, est-ce que les liens d'intérêt créent systématiquement des conflits d'intérêts? Oui et non. Si bien sûr le lien n'a aucun rapport avec le domaine dont on parle, il peut ne pas y avoir de conflit, mais dès que le lien est créé avec une partie prenante dans une polémique, dans une prescription, le conflit d'intérêt est absolument immédiat. Nous ne pouvons pas nous abstraire totalement des liens que nous avons, nous sommes des humains communicants, le lien crée une modification de notre réflexion, de notre discours, et donc dès qu'il y a lien dans un domaine, il y a un conflit tout à fait possible, tout à fait évident, qui peut être inversé. Vous avez des gens qui ont un lien, qui vont prendre un malin plaisir, ou en tout cas se sentir obligés d'aller être très critiques vis-à-vis de gens avec qui ils ont un lien pour prouver leur bonne foi et pour prouver que justement ils ne sont pas influencés. Mais c'est un lien aussi, le fait d'avoir un avis qui n'est pas objectif dans l'autre sens, dans la critique, c'est aussi un conflit d'intérêt. Donc de lien sans conflit, dès que le domaine dans lequel on s'exprime concerne le lien, ça n'existe pas. Le lien égale le conflit. Est-ce que les industriels peuvent être philanthropes et désintéressés et financer des choses sans aucun espoir de retour sur investissement? Bien sûr, ça existe, je connais, nous avons tous connu quelques exemples ponctuels où le don ou le soutien financier n'était pas assorti d'un espoir ou d'une demande de retour financier immédiat. Mais tout d'abord, quand c'est vraiment vrai, quand c'est une réalité, c'est l'exception. Les industriels sont là pour rémunérer leurs actionnaires, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Et d'autre part, très souvent, c'est une phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'on commence par offrir sans retour, et puis à un moment ou un autre, eh bien, on va revenir vers le récipiendaire du cadeau ou de l'avantage pour dire bah, « écoutez, maintenant, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose pour moi ». Est-ce que les gens qui ont des conflits d'intérêts bruyants, qui s'expriment, sont des gens fondamentalement malhonnêtes? Honnêtement, je ne pense pas. Il y en a, bien sûr, qui sont tout à fait cyniques et qui savent ce qu'ils font et qui jouent leur carrière, qui jouent leur rémunération, mais la plupart du temps, le conflit d'intérêts agit de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il va influencer notre façon de penser, d'agir, sans que nous en soyons conscients. Alors, parfois, ça nous arrange aussi de ne pas en être conscient, mais il faut bien être clair sur une chose. L'inconscient est en première ligne dans le conflit d'intérêts, et les choses que nous faisons et qui pervertissent notre jugement parce que nous avons des liens d'intérêt sont la plupart du temps se font en dehors de notre volonté. Et j'ajouterais que ceux qui prétendent, comme je l'ai déjà entendu, qu'ils ne croient pas à l'inconscient, au-delà du caractère grotesque bien sûr de cette affirmation, sont certainement et probablement, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir, les gens qui sont les plus influencés. Le fait de nier le fait de pouvoir être influencé est une des choses les plus graves et les plus porteuses de conflits d'intérêts qui existent. Est-ce qu'on peut n'avoir aucun conflit d'intérêt? Honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile. Ne serait-ce qu'avec son patient, avec l'assurance maladie, avec l'image qu'on veut se donner.
Nous avons tous des conflits d'intérêts. Le drame serait de penser que puisque nous avons tous des conflits d'intérêts, ben finalement c'est un problème qui n'est pas important, comme on le lit parfois ou on l'entend. Non, il faut simplement savoir que le but est de minimiser, de limiter au maximum ces conflits d'intérêts. Il y en a qui sont absolument impossibles à évacuer. Tant qu'on est un être social qui interagit avec son environnement, on a des liens, et quand on a des liens, on a donc des conflits. Mais il est évident que nous avons tous plus ou moins des conflits et que nous devons tendre vers la moindre dépendance possible. L'indépendance absolue est une sorte de Graal qu'on est rarement en situation d'atteindre, mais c'est un but vers lequel on doit aller. Et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas être totalement indépendant. En revanche, il ne faut pas accepter l'idée qu'on n'a pas tout fait pour être le plus indépendant possible. Merci Dominique. Il serait bienvenu, mais il ne peut pas trop prendre l'avion. Et donc voilà, donc c'est une vidéo qui est une bonne introduction en la matière. Je voudrais simplement, j'ai reçu une lettre hier de Madame Catherine Le Morton. Catherine Le Morton, c'est la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui est donc en plein étude du texte du financement de la sécurité sociale, qui est très ouverte à notre problématique. Elle sera sur le site dès qu'on pourra la mettre dans quelques jours. Je vous lis simplement une ou deux phrases. Bonjour à tous. Sachez que je soutiens pleinement votre initiative. Je suis convaincu que l'on peut très bien faire un séminaire santé sans l'aide de l'industrie pharmaceutique et vous êtes en train de le démontrer. Et la conclusion, l'enjeu est important et à ce titre, nous ne pouvons que saluer une initiative telle que la vôtre. Je vous souhaite de bons travaux et une bonne continuité. Elle nous souhaite à nous tous de bons travaux. Merci Madame Le Morton, qui aurait bien voulu venir, mais à cause des occupations nationales, elle ne peut pas. Avant de donner le micro à Florian, voilà, qui va vous donner le micro ensuite pour qu'il y ait un petit échange. Simplement, j'ai oublié de dire tout à l'heure, cette journée, elle est basée sur l'échange, l'écoute, le partage d'informations et d'opinions. Donc, pas de procès d'intention. On n'est pas là pour se jeter ni des fleurs ni autre chose. Pas de langue de bois non plus. Hein. On n'est pas là pour dire tout ce que vous faites à l'HS, c'est bien, tout ce que vous faites à l'ARS, c'est bien, tout ce que nous faisons, nous, c'est bien, etc. Prescrire, c'est bien, etc. CFTG, voilà. Pas de langue de bois, respect, échange, construction, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc je vous dis ici à tout le monde, les orateurs ainsi que les personnes dans la salle, on est vraiment dans la construction d'une démarche. Et pourquoi j'ai demandé à Mme Le Morton de venir? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si vous n'avez pas le législateur au bout du compte, ça ne sert à rien. Et c'est avec vous, messieurs les autorités, avec nous, avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas que nous qui nous battons, on peut peut-être faire changer les choses. Il y a eu l'affaire Mediator, on a l'impression que maintenant ça redescend un petit peu sur certains projets. Vous avez deux experts, entre guillemets, qui ont beaucoup étudié la question, notamment Philippe Faucras et Bruno Toussaint, puisque c'est de l'actualité récente, hein, c'est il y a une semaine, 2 semaines, hein, c'était pas il y a 10 ans, qui en parlent en plus plutôt cet après-midi. Alors, maintenant, je vais... c'est bien parce qu'on est dans le timing, vous voyez. On a 2-3 minutes pour... donc Florian va vous distribuer le micro pour ceux qui veulent réagir à ce qu'a dit Dominique Dupagne, réagir à ce qu'on a dit, réagir à, je ne sais pas, tout ce qu'on a dit pour l'instant. Et à 10h, je demanderai à notre philosophe d'intervenir, Madame Aude Emmanuel Waro. Alors, si vous avez des questions. Je voudrais d'abord dire que je trouve que cette vidéo est un très bon point de départ, parce que Dominique Dupagne a abordé pratiquement tous les points importants et tous les points qui éventuellement peuvent faire question. Alors, moi je suis d'accord avec pratiquement tout, même s'il défend une position très rigoureuse, et j'aurai l'occasion d'exprimer cet après-midi les difficultés qu'une telle position rigoureuse peut créer. Mais il y a un point sur lequel je souhaiterais qu'on ait l'occasion de discuter dans la journée, c'est le premier point qu'il a abordé sur la nature des conflits d'intérêts non financiers. Parce que ça, c'est très difficile. Jusqu'où aller? Si on va sur des conflits d'intérêts, on va dire philosophiques, moraux, religieux,
on a un risque de dérive important. Alors moi, je pense que les conflits dits intellectuels doivent être considérés quand ils sont sous-tendus par des conflits financiers. Je m'explique. Quand il fait allusion à quelqu'un qui défend une thèse médicale, qui défend une technique médicale, qui est sa technique, et qui s'oppose à la technique des autres, je suspecte que derrière, il y a quand même des intérêts corporatistes ou financiers. Donc, faut bien tenir compte de ça. Dans les intérêts professionnels, c'est souvent la défense d'intérêts financiers malgré tout. Mais après, s'il n'y a pas du tout d'intérêt financier, si c'est purement des conceptions intellectuelles, là, on devient dans un sujet beaucoup plus difficile à mon avis. Merci beaucoup, professeur Rousseau. J'espère qu'on abordera cette question, qui est donc la nature des conflits d'intérêts non financiers cet après-midi. Puisqu'en plus, on parlait de thèse, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on aura l'attribution de ce magnifique objet, et d'ailleurs le sculpteur qui nous l'a fait, qui est originaire du Port, sort là pour essayer de nous expliquer comment il a construit ça. Normalement, ça devrait être aux alentours de 18h, juste, sans effleurer surtout pas dire le vainqueur, d'ailleurs, dont j'ignore, je ne sais pas qui a gagné, ils étaient 3 postulés, 3 thèses passionnantes. Le saturnisme, donc l'intoxication au plomb, qui était et qui semble encore devenir un véritable fléau à l'île de la Réunion, une thèse sur les plantes médicinales et une thèse d'avenir qui est donc sur la télémédecine, comment résoudre un problème de santé sans médecin, donc à distance via les nouvelles technologies. Voilà, il nous reste 2 minutes, si vous avez encore quelques questions. Bonjour, moi je suis pharmacien d'officine. Et donc, je suis venue ici parce qu'effectivement, on parle d'indépendance médicale, mais c'est vrai que dans notre pratique, quand on est malheureusement lectrice aussi de prescrire, on est souvent en difficulté en permanence devant des prescriptions qui, selon mon avis personnel, ne sont pas toujours justifiées. Donc en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir aussi si on ne pourrait pas essayer de travailler de façon différente, parce que c'est vrai que l'influence de l'industrie pharmaceutique, elle est très importante par le biais des médecins, mais s'il y avait, je ne dirais pas un contre-pouvoir des pharmaciens, mais s'il fallait qu'ils agissent sur les deux pôles, si on veut, au niveau du médicament, peut-être que ce serait peut-être plus difficile pour eux. Et c'est vrai, c'est peut-être, mon souhait, ce serait franchement la place du pharmacien qui reviendrait dans les décisions de prescription. Et aussi, je suis là aussi pour témoigner de la difficulté que j'ai souvent au quotidien. En fait. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Vous avez raison, et vous n'avez pas forcément raison, notre opinion, donc ça mérite évidemment un débat. Heureusement qu'il n'y a pas de syndicalistes ici, c'est toute la richesse, à mon avis, de ce genre de réunion, c'est que si on met des syndicats là-dessus, ils vont se taper dessus. C'est une réflexion fondamentale au niveau de l'information du patient, très intéressante que je vais noter. Donc moi je suis le docteur Jardem, je travaille au CHD, c'est Philippe qui m'a proposé de venir, d'une part en discutant comme il est militant, il m'a parlé de cette journée, ensuite il m'a proposé d'être membre du jury pour les thèses, et ça m'a réellement posé un problème de conscience. J'ai réfléchi, j'ai accepté, après j'ai mis une main, je n'aurais peut-être pas dû accepter, puisqu'au final je ne suis pas indépendante par rapport à l'industrie pharmaceutique et que je rencontre régulièrement au sein de ma pratique professionnelle les laboratoires. J'accepte des déjeuners. Donc j'en ai parlé avec Philippe en disant, tu sais, je suis très mal à l'aise parce qu'au final, moi j'y suis pas. Donc il m'a dit, mais écoute, non, c'est pas parce que tu n'y es pas que tu peux pas venir à la journée. Je veux juste dire que c'était très difficile dans notre pratique à l'hôpital d'être complètement indépendant. Voilà, moi j'en suis pas. D'une part, d'autre part, c'est pour autant, c'est pas parce que j'accepte qu'au final je n'ai pas de réflexion et que ça ne pose pas de problème de conscience régulièrement. Enfin, comment peut-on faire pour l'être entre guillemets le plus possible? C'est pas si simple. Voilà, je voulais faire cette remarque. Merci beaucoup, Yasmina. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ça met bien les choses au point parce que, en fait, quel est le problème des conflits d'intérêts? C'est de ne pas les déclarer, en fait. C'est le manque de transparence. C'est ça qu'on demande, parce que l'industrie, on sait bien qu'elle est partout et on en a besoin. L'important, c'est que le patient, il sache que si un médicament A a été mis sur le marché, peut-être que ça serait intéressant de savoir quel est le rôle de monsieur qui se présente le médicament A dans sa promotion. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, j'en profite d'ailleurs, et j'ai oublié de le dire,
nous sommes, de par la loi, donc c'est les législateurs, obligés de déclarer ces conflits d'intérêts. Personnellement, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Il y a des personnes dans cette salle, et on ne va pas les énumérer parce que c'est trop long d'énumérer tous ces conflits, qui ont des conflits d'intérêt, et c'est normal. Si on ne demandait que des gens sans conflit d'intérêt, la salle serait vide. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir à qui on parle, d'où vient l'information, avec le plus de transparence. Que les pharmaciens aient des conflits d'intérêt avec les médicaments, mais je ne vois pas comment ils pourraient ne pas l'être. Que les hospitaliers n'aient pas de conflit d'intérêt, c'est inévitable. Pourquoi ? Le problème de fond, c'est l'argent. Hein. Si nous avions beaucoup d'argent pour faire de la recherche, pour financer des études, il n'y aurait pas de conflit d'intérêt, parce que tout le monde est contre, en fait. Les médecins, ils sont les premiers contre. Le problème, c'est que pour organiser une journée comme ça, c'est compliqué, sans argent. Donc voilà, une journée comme... Si l'industrie nous avait aidés, l'amphithéâtre serait plein. Peut-être pas sur ce thème, mais il serait plein, comme il est plein tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est filmé et on reprendra ce qui a été dit. Donc merci à toi, Yasmina. Oui, il y a un conflit d'intérêt dont j'aimerais parler, c'est un conflit d'intérêt interne. Je vais prendre un exemple. Si par exemple je me suis fait une opinion contre la vaccination contre le virus HPV, je vais toujours avoir tendance à lire les articles qui vont dans mon sens et à ne pas lire ou à ignorer les articles qui sont contre mon opinion. Et ça, c'est très très difficile de s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi je l'ai souvent. Merci Hugues. Le gros avantage, c'est que tu parles l'anglais et que nous, on ne sait pas trop faire, mais bien sûr. Dernière question. Moi, je voudrais souligner que les conflits d'intérêts, mes conflits d'intérêts personnels, je les gère. Donc, j'ai pris des décisions. Je ne reçois pas l'industrie pharmaceutique. Je lis des revues indépendantes. J'essaye de faire une médecine la plus honnête possible vis-à-vis de mon patient. Mais il y a les conflits d'intérêts supérieurs dont on subit les conséquences, qui coûtent cher à la sécurité sociale, qui doivent faire des économies, qui répercutent ces économies à d'autres endroits. Et au final, c'est le patient qui paye et le médecin généraliste aussi, puisqu'on est sur le terrain. Et donc, voilà, mes conflits d'intérêts, j'arrive à les gérer, ça me regarde, mais ce sont tous les autres, les conflits d'intérêts des instances supérieures avec l'industrie pharmaceutique, les AMM pour des médicaments qui coûtent très cher, qui plombent la sécu, dont on n'a pas besoin, c'est vraiment cela. Sinon, on a chacun notre conscience. Yasmina le dit, voilà, elle sait qu'elle a des conflits d'intérêts, mais elle se pose des questions, ça, elle le gère. Par contre, les conflits d'intérêts, je ne sais pas, que peut avoir le CHU avec les firmes pharmaceutiques, elle en est victime, puisqu'elle ne peut pas l'influencer, elle est obligée de subir. Voilà, donc grand merci pour toutes vos questions, réponses, questionnements.